Cette étude a été menée à Epiphare. Je vais vous en présenter le schéma et les résultats principaux. N'hésitez pas à m'interrompre si nécessaire. Quelques éléments de contexte très rapidement. Pour ce qui est de valproate et ses dérivés, vous savez tous que ce sont des traitements utilisés dans l'épilepsie et les troubles bipolaires, que l'exposition in utero à ces traitements est associée à des risques majeurs pour l'enfant à naître, risque de malformation congénitale et de troubles neurodéveloppementaux, et que du fait de ces risques, depuis 2015, des très fortes mesures de restriction de l'utilisation de ces traitements chez les filles, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes ont été mises en place en France et ailleurs. Ces mesures fortes de restriction ont conduit à une forte diminution de l'utilisation du valproate pendant la grossesse, avec une baisse en France de plus de 80% depuis 2013, principalement au profit de la lamotrigine et du lévétiracétam, mais également une baisse à l'échelle de l'ensemble de la population en France. Et comme on le voit sur cette figure, on a à l'échelle de l'ensemble de la population une diminution chez les femmes qui atteint de l'ordre de 50% entre 2013 et 2022, et une diminution aussi chez les hommes plus limitée, mais qui atteint quand même de l'ordre de 20% de diminution. Pour ce qui est de l'exposition paternelle et du risque de troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant, il existe des données chez l'animal qui suggèrent que l'exposition paternelle au valproate pourrait provoquer des troubles du développement dans la descendance, et ce par des mécanismes épigénétiques. Chez l'homme, peu de données sont disponibles aujourd'hui. 2 études ont été publiées, une étude sur les registres suédois publiée en 2020 et une étude sur les registres danois publiée en 2024, avec un complément en 2025 dont Philippe a parlé juste avant. Ces 2 études n'ont pas mis en évidence d'augmentation des risques d'autisme, de TDAH, de déficience intellectuelle ou encore de troubles du développement psychologique suite à une exposition au cours de la spermatogénèse. Cependant, ces études étaient limitées par le fait que les effectifs étaient relativement faibles, de l'ordre de 4 à 10 cas exposés selon le type de troubles neurodéveloppementaux dans la première étude et de 14 à 26 dans la seconde. Par ailleurs, comme l'a mentionné Philippe, il y a l'étude qui avait été demandée par le PRAC, qui, elle, a porté sur les registres nationaux de 3 pays, Danemark, Norvège, Suède, et sur une longue période. Et dans cette étude, l'exposition paternelle au valproate pendant la spermatogénèse a été associée à un risque de troubles neurodéveloppementaux augmenté globalement, c'est-à-dire tout TND confondu. Et donc voilà, c'est la seule étude qui a mis en évidence ce risque. Cette étude avait des limites importantes. En particulier, il n'y avait pas d'analyse par type de troubles neurodéveloppementaux spécifiques. Il y avait aussi un problème sur une prise en compte des évolutions temporelles dans l'utilisation du valproate et de la lamotrigine et de lévétiracétam qui n'étaient pas suffisantes et qui pouvaient conduire à des biais. Et enfin, l'absence de prise en compte des caractéristiques de l'épilepsie paternelle, notamment en termes de type ou de sévérité de l'épilepsie, qui là aussi incitait à la prudence sur l'interprétation de ces résultats. Cependant, par mesure de précaution, l'agence européenne a recommandé la mise en place de mesures pour limiter l'exposition paternelle au valproate des enfants à naître. Dans ce contexte d'incertitude sur cet effet de l'exposition paternelle, nous avons à Epiphare réalisé cette étude
afin de mesurer l'association entre l'exposition paternelle au valproate pendant la spermatogénèse et les risques de troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant, et ce, en se basant sur les données du Système national des données de santé qui couvre l'ensemble de la population en France. Donc l'étude a porté sur le registre EpiMère, qui est un registre que nous avons constitué à Epiphare à partir des données du SNDS et qui contient toutes les grossesses en France depuis 2010. Ont été inclus les enfants nés entre 2010 et 2015. On s'est restreint à la période jusqu'en 2015 parce que, au-delà de 2015, suite aux mesures fortes de restriction d'utilisation du valproate, comme je vous l'ai dit, il y a eu une forte diminution de l'utilisation du valproate, une augmentation de la lamotrigine et du levetiracetam, et finalement un profil des utilisateurs de valproate qui s'est modifié. Donc pour avoir une population la plus homogène possible, on s'est restreint à la période de 2010 à 2015. Et donc les enfants nés entre 2010 et 2015, pour lesquels, à partir des informations disponibles dans le SNDS, on arrivait à identifier la mère, mais aussi le père. On arrive à identifier un père, entre guillemets, administratif à partir de ces données. En gros, c'est la personne de sexe masculin qui est ouvreur de droit pour la sécurité sociale pour l'enfant. Donc tous ces enfants ont été inclus, à l'exclusion de ceux qui étaient atteints d'une malformation cérébrale, dont la mère avait été exposée à un médicament dont on sait qu'il expose à un risque augmenté de troubles neurodéveloppementaux quand il est pris pendant la grossesse, donc valproate, topiramate ou carbamazépine. Et également, on a exclu les enfants qui étaient issus d'une grossesse avec assistance médicale à la procréation, parce qu'il y a certaines données qui pourraient suggérer un risque augmenté de troubles neurodéveloppementaux pour les enfants issus de ces grossesses avec assistance médicale à la procréation. Tous ces enfants ont été suivis à partir de la naissance jusqu'au 30 septembre 2024, et pendant ce suivi, on a identifié les 5 types majeurs, les 5 types principaux de troubles neurodéveloppementaux: les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, les troubles du développement intellectuel, TDI, les troubles du spectre de l'autisme, TSA. Je dis les abréviations parce que dans la suite de l'exposé, je ne dirai plus que les abréviations parce que sinon c'est trop long. Les troubles du langage et de la communication, TCO, et les troubles des apprentissages, TAP. Et donc les analyses ont consisté à comparer les risques de TND entre les enfants dont on avait identifié que le père avait été traité par valproate pendant la période de la spermatogénèse, et c'est ces enfants-là qu'on a considérés comme exposés, et d'autre part, les enfants dont le père était traité par lamotrigine ou levetiracetam au cours de la spermatogénèse. Et ces comparaisons ont été faites en tenant compte des différences en termes de caractéristiques sociodémographiques et d'état de santé des enfants et de leurs deux parents, et des caractéristiques des grossesses entre ces deux groupes. Donc au total, dans le registre EpiMère, on compte plus de 10 700 000 enfants nés entre 2010 et 2024. En se restreignant aux enfants nés entre 2010 et 2015 et qui avaient un père et une mère identifiés, on arrive à un total de 2 832 850 enfants qui ont été inclus dans l'étude. Et parmi ces enfants inclus, il y en avait 4 773 qui étaient exposés, c'est-à-dire dont le père avait reçu du valproate pendant la période de la spermatogénèse, et 3 115 qui étaient nés de pères traités par lamotrigine ou levetiracetam pendant la spermatogénèse. Ces enfants ont été suivis en moyenne pendant 11,9 ans pour le groupe des enfants exposés et 11,2 ans pour les enfants du groupe comparateur, donc plus de 11 ans de suivi dans les deux groupes, ce qui laisse largement le temps d'observer la survenue de troubles neurodéveloppementaux qui généralement
sont identifiés et diagnostiqués au cours des 10 premières années de vie. Alors, les caractéristiques, comparativement aux enfants de pères traités par lamotrigine ou levetiracetam, les enfants qui étaient exposés, donc issus de pères traités par valproate, étaient plus souvent nés entre 2010 et 2012, donc au début de notre période d'études, ce qui est logique, concordant avec le fait que l'utilisation du valproate chez les hommes a diminué au cours du temps, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Leurs pères, donc les pères traités par valproate, étaient plus souvent âgés de plus de 35 ans, avaient moins souvent un trouble de santé mentale identifié dans le SNDS, et ils étaient moins souvent traités par une thérapie d'antiépileptique, donc plus souvent sous monothérapie. Leurs mères également étaient plus souvent plus âgées, plus de 35 ans, ou des mères particulièrement jeunes, âgées de moins de 25 ans. Elles étaient plus défavorisées sur le plan socio-économique, plus souvent affiliées à la C2S ou résidentes d'une commune défavorisée. Et elles étaient également plus souvent atteintes d'obésité. Elles avaient plus souvent une consommation de tabac ou d'alcool identifiable dans le SNDS. Et enfin, ces enfants étaient issus de grossesses au cours desquelles il y avait moins souvent eu une prise d'acide folique pendant la grossesse. Donc toutes ces caractéristiques ont bien évidemment été prises en compte dans les analyses. En termes de survenue des troubles neurodéveloppementaux, au total, parmi les enfants exposés, on a identifié 500, donc parmi les 4773 enfants exposés, on en a identifié 583, soit 12%, avec au moins un type de trouble neurodéveloppemental au cours du suivi, avec un âge moyen au diagnostic du premier trouble de 6 ans, 6,3 ans, alors que dans le groupe des enfants de pères traités par lamotrigine ou le levetiracetam, on avait 310 cas, soit 10%, donc un peu moins, et un âge au diagnostic qui était comparable. Si maintenant on regarde séparément selon le type de trouble neurodéveloppemental, on voit que quel que soit le trouble, on a une fréquence de trouble qui est un petit peu plus élevée dans le groupe des enfants exposés que dans le groupe comparateur, et un âge au diagnostic, par contre, qui est comparable entre les deux groupes. Mais ça, c'est évidemment, on ne peut absolument pas conclure sur ces chiffres, dans la mesure où, comme je vous l'ai montré précédemment, c'est des groupes qui ont des caractéristiques, mis à part le traitement médicamenteux du père pendant la spermatogénèse, il y a d'autres caractéristiques qui diffèrent et qui pourraient expliquer la fréquence un petit peu plus élevée de troubles chez les enfants exposés par rapport au groupe comparateur. Sur cette figure, on voit c'est la survenue, la dynamique de survenue des diagnostics de troubles neurodéveloppementaux au cours du temps en fonction de l'âge. Et on voit que donc la première figure en haut à gauche, c'est tous les TND confondus. Et puis ensuite, c'est chaque type de TND. On voit que pour tous, la courbe rouge qui correspond aux enfants exposés est au-dessus de la courbe verte, donc le groupe comparateur, pendant toute la durée du suivi. Maintenant, ce sont les résultats de la comparaison en analyse multivariée, donc qui prend en compte les différences de caractéristiques entre les deux groupes. Donc les résultats montrent que quand on regarde l'ensemble des TND confondus, des troubles neurodéveloppementaux confondus, on a une incidence de ces troubles qui est significativement plus élevée dans le groupe des enfants exposés avec un hazard ratio 1,24, ce qui veut dire que ils ont une incidence, le taux d'incidence
des troubles neurodéveloppementaux est 24% plus élevé chez les enfants exposés que chez les enfants de pères traités par lamotrigine ou levétiracétam. Et donc un intervalle de confiance qui ne contient pas la valeur 1, ce qui veut dire qu'il s'agit que cette augmentation du risque est significative sur le plan statistique. Cette augmentation du risque est particulièrement marquée pour les troubles du développement intellectuel, avec un hazard ratio de 2,12, ce qui veut dire un risque doublé chez les enfants exposés par rapport aux enfants du groupe comparateur. Pour les TDAH, les troubles du spectre de l'autisme et les troubles de la communication, on a aussi une augmentation des hazard ratios qui sont au-dessus de 1, mais pas de façon significative. Et donc, c'est une association d'ampleur plus modérée et non significative sur le plan statistique. Et par contre, on n'a pas d'association pour ce qui est des troubles des apprentissages. On a réalisé toute une série d'analyses de sensibilité pour tester la robustesse de ces résultats aux variations de méthodologie statistique, aux variations de définition de l'exposition, aux variations de définition de la population d'études. Et il s'avère que le résultat concernant le doublement du risque des troubles du développement intellectuel chez les enfants exposés est très robuste à toutes ces variations. Et quelles que soient les analyses, on a une association qui reste de l'ordre de 2. En particulier, une association qui reste robuste quand on apparie sur l'année de naissance. Ça, c'était important pour s'assurer qu'on prenait bien en compte les facteurs de temporalité, donc les variations temporelles dans les niveaux et le profil d'exposition au valproate au cours du temps. Une association reste également robuste quand on définit l'exposition non pas par une seule délivrance au cours de la spermatogénèse, mais 3 délivrances. Donc en faisant ça, on s'assure que le père a bien pris le traitement délivré. S'il allait le chercher 3 fois à la pharmacie, c'est qu'il l'a pris. Et donc là encore, l'association se maintient. Et enfin, quand on restreint l'analyse aux enfants de pères pour lesquels on identifie clairement un diagnostic d'épilepsie dans le SNDS. Et donc là encore, on a une association pour les troubles du développement intellectuel qui reste inchangée. On a également fait d'autres analyses pour continuer à s'assurer continuer à s'assurer de la robustesse de ce résultat. Et pour ça, dans cette analyse, on a changé de groupe comparateur. On a pris comme groupe comparateur non plus les enfants dont le père était traité par lamotrigine ou levétiracétam, mais les enfants dont le père avait préalablement pris du valproate, mais n'en prenait plus au moment à la période de la conception, donc au moment de la spermatogénèse. Donc, ce sont des pères qui étaient traités dans les 2 années précédentes, mais plus au moment de la spermatogénèse. Donc, ça correspondait à 1372 enfants. Et on voit que pour les troubles du développement intellectuel, là encore, on reste à un hazard ratio du même ordre, de l'ordre de 2 fois plus de troubles du développement intellectuel chez les enfants exposés par rapport à ces enfants de pères qui avaient arrêté le valproate avant la spermatogénèse. Et on a également pris encore un autre groupe comparateur, et là, il s'agit des pères pour lesquels on identifiait qu'ils étaient atteints d'épilepsie dans le SNDS, mais qui n'étaient traités ni par valproate, ni par lamotrigine, ni par levétiracétam. Ils étaient en général traités par un autre traitement antiépileptique, voire pas de traitement du tout. Donc ça correspond à 4055 enfants. Et là encore, en comparaison à ce groupe d'enfants de pères non traités, non traités par les traitements que j'ai cités, on a un risque qui est doublé. Il s'agit de l'étude la plus vaste sur ce sujet à ce jour, avec
4 773 enfants exposés, ce qui représente plus de 8 fois plus que dans l'étude suédoise, 5 fois plus que dans l'étude danoise et plus de 2 fois plus que dans l'étude demandée par le PRAC. Et grâce à ces effectifs importants, on a pu faire une analyse par type spécifique de TND. On a également pu prendre en compte les évolutions temporelles de profil et de fréquence de l'exposition paternelle, ce qui était très important parce que c'était une critique majeure dans l'étude du PRAC, et on l'a prise de différentes façons, et on voit que ça ne change pas les résultats. Et en revanche, comme dans les études précédentes, en se basant sur les données du SNDS, on ne dispose pas des informations sur les caractéristiques cliniques de l'épilepsie paternelle, en particulier en termes de type ou de sévérité de l'épilepsie. Cependant, le fait que les résultats soient robustes quand on fait varier le groupe comparateur, et notamment quand on compare à des enfants dont le père était antérieurement traité par valproate mais ne l'était plus, on peut penser que ce n'est pas le type d'épilepsie qui explique les différences qu'on observe, puisque c'est peu probable que les pères qui ont une épilepsie traitée par valproate au moment de la spermatogénèse versus traitée par valproate avant la spermatogénèse aient une épilepsie radicalement différente. Nos résultats montrent donc un risque doublé de troubles du développement intellectuel parmi les enfants exposés, avec un hazard ratio de 2,12, ce qui se traduit, d'après nos estimations, par 3,5 cas supplémentaires de troubles du développement intellectuel pour 1000 enfants nés d'un père traité par valproate au moment de la conception. Ce résultat est très robuste aux variations de groupes comparateurs, de méthodologie statistique, de définition de l'exposition ou encore de la population incluse. Et ces résultats, finalement, sont cohérents en fait avec ceux des études précédentes. Seules les 2 études publiées fournissaient des chiffres sur spécifiquement le risque de troubles du développement intellectuel. Dans l'étude suédoise, le risque était multiplié par 1,6. Dans l'étude danoise, le risque était multiplié par 1,85 pour ces troubles. Et en fait, donc on était assez proche de notre valeur de 2, d'un risque multiplié par 2. C'est juste que comme les effectifs étaient très faibles, on avait des intervalles de confiance très larges qui incluaient la valeur 1, et donc on concluait à des associations non significatives. Alors que dans notre étude, comme on a plus de monde, on a une estimation plus précise et qui pour le coup, est statistiquement significative. Pour les TDAH, les troubles du spectre de l'autisme et les troubles de la communication, nos résultats suggèrent une augmentation de risque plus modérée, avec un risque multiplié par 1,20 à 1,25. Donc cette augmentation de risque plus modérée ne peut être exclue, mais cependant, les résultats sont moins robustes dans les analyses de sensibilité et ils nécessitent encore d'être confirmés. En conclusion, l'exposition paternelle au valproate pendant la spermatogénèse apparaît donc associée à un risque augmenté de troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant à naître. Et donc ces résultats renforcent de façon notable les arguments en faveur des mesures de précaution mises en œuvre en France depuis début 2025 pour limiter l'utilisation du valproate chez les patients de sexe masculin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Rosemary, pour ta présentation. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez vous exprimer pour réagir, poser des questions. Rosemary est toute oui. Madame Martin. Oui, j'ai posé plusieurs petites questions dans le chat. Donc, pourquoi ne pas avoir comparé la population générale, puisqu'on sait depuis toujours que l'épilepsie n'est en rien avec des problèmes cognitifs dans la génération suivante, et même de manière générale avec des problèmes cognitifs. Pour la petite anecdote, dans l'expertise de mes enfants, c'est ce qui avait été argumenté par Sanofi, ce par quoi les experts avaient dit, mais écoutez, si Madame Martin avait des problèmes cognitifs, ça se saurait. Donc voilà, je suis épileptique, mais j'ai pas forcément des retards cognitifs ou des choses comme ça.
Donc, pour moi, ça c'est un argument qui a été souvent récurrent en disant c'est de la faute de l'épilepsie si la personne n'est pas intelligente. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, donc pourquoi il n'y a pas de comparaison avec la population générale? Et autre chose, le risque multiplié par 2, ça veut dire quoi en pourcentage? Parce que moi je comprends pas très bien, quoi. Voilà. Alors, sur la première question, on aurait pu également comparer à la population générale. Après, pour apporter des arguments les plus convaincants possibles, on essaye toujours de comparer à une population la plus comparable et proche possible. Et donc, il nous a semblé intéressant, et d'ailleurs comme ça a été fait dans les autres études, de se comparer à des enfants dont le père était également traité par un traitement antiépileptique, parce que certes il y a l'épilepsie, il y a aussi toutes les comorbidités. Voilà, Oui, mais essayé par exemple, de se si caler sur une on avait population la comparé plus les femmes comparable possible. sous dépakine avec les femmes Tegretol à l'époque ou Epitomax, il n'y aurait pas eu peut-être énormément de différence, alors que par rapport à la population en général, il y en a beaucoup plus. Mais Voilà. Donc si, peut-être qu'il y a des problèmes tératogènes, enfin, je ne sais pas, on n'est pas tératogène, mais également du lamictal et du Keppra, avec, voilà, aujourd'hui on ne le sait pas, on ne le voit peut-être pas, mais peut-être que dans quelques années, on s'en apercevra. Donc pourquoi ne pas avoir pris aussi ce curseur-là? On aurait pu avoir les 3 si vous voulez. on pourrait le prendre en plus, mais probablement qu'on aurait, enfin je ne l'ai pas fait donc je ne sais pas, mais probablement qu'on aurait une différence plus marquée qui serait expliquée par des différences entre les populations de personnes avec une épilepsie et la population générale, et c'est des différences qu'on n'arrive pas forcément à prendre bien en compte dans le SNDS parce qu'il y a plein d'informations dont on ne dispose pas. Donc c'est aussi pour ça, en prenant des populations qui se ressemblent sur le plan, sur certains plans, on pense qu'on limite les biais de comparabilité. Mais admettez quand même que l'épilepsie, même si elle n'affecte pas, par exemple, la personne traitée, elle affecte quand même la vie de l'épileptique. Moi, en tant que femme épileptique, je ne peux pas travailler de nuit. Donc, il y a des emplois auxquels je n'ai pas accès. Voilà, je n'aurais jamais pu être pilote de ligne. Des choses comme ça. Donc, bien sûr que forcément, une personne épileptique qui est traitée, souvent, elle n'a pas accès à des postes qui sont peut-être mieux rémunérés. Moi, j'aimerais bien devenir députée, mais je ne pourrais pas voter des lois la nuit à l'Assemblée nationale. Ça m'aurait vachement intéressée. Mais voilà, je suis toujours épileptique et je ne peux pas faire de nuit blanche. Donc vous comprenez que je trouve que bien sûr que la population épileptique, souvent, elle a un niveau de vie qui est moins élevé que la population générale, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins intelligente et qu'on ne peut pas la comparer à la population générale. Je trouve ça vraiment dommage. C'est pas du pas le tout sens de la comparaison qui est faite, madame. C'est pas du tout. Mais vous parlez des CSP en gros, parce que vous dites ces personnes-là, elles ont une CMU, par exemple. Donc elles ont une population, c'est une population moins intellectuellement élevée, etc. Donc en gros. Mais par exemple, dans notre précédente étude, on a montré que les femmes enceintes traitées par l'amitriptyline ou les levetiracetam, elles ont exactement le même niveau socio-économique que les femmes enceintes de la population générale. Mmh. Par contre, les femmes enceintes qui sont traitées par valproate, elles sont plus défavorisées sur le plan socio-économique. Parce qu'il y a un lien, je suis tout à fait d'accord, entre la prise du valproate et le fait que ça abrutisse complètement les gens. Et ça, je le reconnais trop. C'est pas ça. Ah si, c'est ça, parce que moi j'ai été traitée pendant plus de 20 ans par... C'est pas la même prise en charge, c'est pas la même planification des grossesses. Moi, je l'ai raconté plus d'une fois, le jour où j'ai changé de traitement que j'avais depuis l'âge de 6 ans et donc j'avais une trentaine d'années, j'ai eu l'impression de passer à un vieux PC tout moisi, à un Mac, bon, je fais du pro Apple, mais le disque dur, il ne tournait pas à la même vitesse. Et jamais je n'aurais créé l'association APESAC si j'étais restée sous dépakine.
Ça, c'est une certitude. Donc, peut-être, et ça, vous le savez très bien, parce que vous faites les études aussi sur les enfants, sur tout ça, on sait très bien que le valproate, en termes cognitifs, il assomme bien, comme je dis, hein. Donc, effectivement, il y a d'autres antiépileptiques qui sont peut-être, qui atteignent un peu moins, de manière générale, aussi le cognitif. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que le baromètre de la population générale est vachement intéressant. Mais bon, voilà, après, ça ne fait que confirmer cette excellente étude, que ce que je dis depuis le début, et que le mécanisme d'action, c'est mutagène et reprotoxique, et que effectivement, ce médicament, il faut vraiment l'éviter chez l'homme comme chez la femme. Alors, Mehdi, tu as levé la main. Juste, Non, mais je pense qu'il y a quand même juste, avant de te donner la parole, Mehdi, il y a quand même un point important. C'est que il faut quand même souligner que cette étude, elle a été construite aussi de façon comparable à celle sur la base desquelles on avait pu prendre les mesures qui ont été prises et que j'ai rappelées tout à l'heure. À la différence près, c'est qu'elle a une puissance, un effectif qui n'est en rien comparable aux études précédentes et qui vient confirmer en fait un risque qui pouvait être challengé. On en avait encore reparlé en juin dernier. Là, ça apporte, je dirais malheureusement, en fait, une information qui est importante. Alors peut-être qu'on peut faire différemment, peut-être qu'on peut faire mieux, mais je pense que déjà il faut prendre en compte ces résultats et que ces résultats sont vraiment très importants. Et que, Oui, mais je m'en félicite, hein. Malheureusement, je m'en félicite que ça confirme le signal qui était déjà là. Mais je me dis, voilà, ça aurait pu être un levier supplémentaire en plus pour dire, pour montrer un pourcentage peut-être encore plus élevé, effectivement, et une prise de conscience qui est nécessaire pour changer réellement les conditions de prescription. Parce que Mais probablement que ce que vous dites, ce que vous suggérez de faire, ce serait possible de le faire avec des données cliniques, mais honnêtement, avec les données du SNDS, où on a quand même des indicateurs qui sont assez limités, voilà, encore une fois, on sait que les personnes sous traitement antiépileptique, qui sont sous traitement antiépileptique, ont des comorbidités, des conditions de vie plus difficiles qui potentiellement ont un effet sur les risques de troubles neurodéveloppementaux dans la descendance, et donc on n'arriverait pas bien à prendre en compte ça. Mais c'est à avec les quoi vous informations pensez dont- comme exemple concret? Parce que moi, je vois pas. Par exemple, les comorbidités psychiatriques, qui pour le coup sont reconnues et comme des facteurs de risque de troubles neurodéveloppementaux dans la descendance. Nous, on les prend en compte comme on peut avec les indicateurs qu'on a, mais Vous il parlez des faudrait bipolaires, c'est ça? Les par bipolaires? exemple, mais pas seulement, mais Alors, et donc on risquerait d'attribuer à l'exposition au valproate des choses qui sont en fait expliquées par des cofacteurs qu'on n'arrive pas à bien mesurer. Et donc pour se prémunir de ce biais-là, c'est vraiment plus correct de se comparer à une population d'enfants de pères Parce traités. qu'avec Catherine Hill, c'est ce qu'on avait demandé, c'était aussi que ce soit l'EMA qui est la population générale, quoi, pour pouvoir avoir alors, on va donner la parole à Mehdi. Monsieur Bekebin. Mehdi, non, vous voulez intervenir? de plus, il y a eu ton intervention, Philippe. Mais Madame Martin, en soi, bon, ça a été dit, mais je complète juste pour dire qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Il faut retenir que l'étude, elle va dans le sens de la première étude, l'étude passe. Donc, en soi, c'est le résultat principal. Après, sur le bras comparateur, il faut se le dire, c'est que le bras le plus adapté pour faire une comparaison, c'est une population qui ressemble à la population sur laquelle on mène l'étude. Bon, Oui, mais moi je me après, on sens peut avoir un normal, hein. débat. Je me sens Hein? normal, hein. Mais c'est pas Oui, mais c'est pas ça le débat. Mais en fait, C'est pas une question de normalité. c'est pas. Et il y a aucune intention
de ce que vous dites, c'est pas du Ben, moi, tout je crains toujours la marginalisation en lien avec ça, c'est-à-dire c'est Mm. l'épilepsie qui est responsable de... non, Non, l'épilepsie c'est n'est pas le sujet. responsable c'est de pas beaucoup de ça le choses, mais pas de sujet. ça. Madame Martin, c'est franchement pas le sujet, hein. C'est pas le sujet, c'est ni le sujet, ni l'angle par lequel l'équipe d'Epiphare a pu aborder la problématique. C'est pas du tout avec cette arrière-pensée-là, absolument pas, hein. Absolument pas, hein. Et c'est pas et je dirais prudence aussi dans dans le fait de s'écarter un petit peu des données qui ont été présentées aujourd'hui, parce que ce qu'il faut rappeler à nouveau, c'est que ces données sont vraiment importantes Mais vous et prêchez un elles viennent. convaincu, et moi je n'avais pas de doute sur les Mm. résultats de cette étude. Depuis le début, moi je n'ai pas de doute. N'empêche Alors, que j'avais besoin que on soit cru par la communauté scientifique. D'ailleurs, c'est une des petites questions que j'ai posées. Quand est-ce que vous allez publier? De manière à ce qu'on ne nous dise pas, ah, c'est pas publié, ah, c'est pas officiel, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc, j'espère que c'est prévu au calendrier parce que enfin, les réticences, vous l'avez vu dans les publications, sont fortes. Donc, Rosemary, tu veux. Donc, on va, le rapport va être mis en ligne cet après-midi, plus tard cet après-midi, sur les sites d'Epiphare, de la NSM et de la CNAM, et traduit en anglais et transmis au PRAC dès demain. Et vous n'allez pas publier dans une revue, j'en sais rien, The Lancet Ah ben ou... si, alors on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, là on a choisi de Comment faire ça, vous n'avez pas en assez de français sous? Il faut demander au PLFSS, là. En fait, les résultats, ils sont vraiment tout frais. Et donc, on a fait le choix de faire un rapport en français afin de pouvoir diffuser ces résultats largement sans attendre la publication scientifique, avec tout le temps que ça prend, non seulement de faire un article scientifique, mais aussi de toutes les procédures liées aux revues scientifiques. Et ça prend, on sait d'expérience que ça prend des mois. Et donc, on a estimé qu'il ne fallait pas attendre des mois et qu'on publiait sous forme d'un rapport en premier Je lieu. sais, Mais j'en bien ai sûr une qu'il y sur aura la une deuxième publication génération en scientifique attente, après. donc je sais que ça prend des mois, oui. Et ce que vient de dire Mme Drespira est vraiment important. J'ai rappelé en début de notre réunion qu'il y avait une revue qui était en cours par le PRAC de ce sujet. Et cette revue doit se terminer à la fin du mois. Et donc l'urgence, c'était de terminer, de pouvoir disposer d'un rapport, ce qu'a fait Epiphare avec un travail que vous avez vu a été particulièrement fouillé. Pour justement pouvoir être soumis, enfin être challengé le plus possible et résistant à ces challenges. Et l'idée, c'était de pouvoir le partager au PRAC pendant cet intervalle de temps de la révision qui est en cours, pour que le PRAC puisse s'en saisir et sans attendre. Et comme l'a bien dit Alain Drespira, une publication, bien sûr, est envisagée, mais on ne pouvait pas se permettre d'attendre que ces données soient publiées dans une revue scientifique pour les partager avec le PRAC. En revanche, le PRAC peut tout à fait s'en saisir à partir du moment où déjà elles sont publiées sur notre site. Et c'est pour ça qu'on agit comme ça. Hein, et c'est bien dans la perspective d'Epiphare de publier, mais là on avait, du fait du calendrier, une certaine urgence qui a fait aussi accélérer le travail d'élaboration de son rapport par Epiphare pour saisir je vais appeler ça une fenêtre de tir que nous avions là, et qui était une fenêtre de tir importante. Alors, on a l'opportunité de cette fenêtre de tir, mais aussi, vous avez évoqué, Madame Martin, que vous étiez convaincu des résultats. Cette conviction, elle n'était pas forcément partagée par tous, et notamment lors de la publication que j'évoquais tout à l'heure en mai-juin dernier de Christensen, la nouvelle publication. Il y a eu beaucoup de remous à ce moment-là, parce que cette publication ne montrait pas les mêmes résultats que précédemment. Et donc, ces incertitudes-là ont fait que le PRAC s'est saisi à nouveau du sujet, mais il était donc majeur que Epiphare, étant en train de faire les travaux dont les résultats viennent de vous être présentés, puisse les partager au niveau européen. Oui, mais je suis entièrement d'accord.
C'était absolument important de clarifier les choses, mais c'est vrai on va se heurter à une critique, hein, ça c'est sûr. Donc il faut prendre le maximum de boucliers et la publication Mm. scientifique en est une, mais voilà. Tout à fait, tout à fait. Et Bien pour sûr. l'histoire du pourcentage, est-ce que vous retombez donc sur les mêmes pourcentages que donnés par l'EMA? Alors, ce que j'ai dit, c'est Multiplié on par 2, estime vous avez dit. que le risque doublé, ça se traduit par 3,5 cas en plus pour 1000 enfants nés d'un père traité par valproate. Donc, si on a 1000 hommes traités qui ont un enfant, on aura 3,5 cas de troubles de développement intellectuel en plus par rapport à 1000 hommes traités par l'amotrilgine ou l'évétiracétam qui ont un enfant. Ouais, mais ça veut rien dire pour les familles. Et puis, ça fait 0,3, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, l'incidence, enfin la fréquence des troubles du développement intellectuel, c'est très rare, heureusement d'ailleurs. Donc un risque doublé, mais n'empêche que Un risque avoir doublé enfant- par rapport aux autres antiépileptiques et par rapport à la population générale, ça fait quoi? Je suis désolée, hein, parce que moi, Bah, comme je ne sais pas ce que valent les autres antiépileptiques, ça me dit rien. Moi, j'ai besoin de savoir par rapport à la population générale. Et quand je donnerai, je sais pas combien il y a de. Alors, en population générale, la prévalence de la déficience intellectuelle, c'est entre 1 et 1,5%. Ben mais là ça c'est dépend moins. comment on la C'est mesure en fait, 1%, la madame. prévalence du TDAH, c'est 5%. Voilà. Mais en fait, ça dépend comment on les mesure. Ça dépend sur comment on les quelle mesure, base c'est pour de ça que je donne données. des fourchettes. Voilà. Bah oui. Mais Et alors, parce que justement, si on prend cette fourchette-là, ça augmente de combien? Eh ben, si on augmente de 0,03% au-dessus de 1%, ça va passer de 1 à 1,3%. On est dans la zone d'incertitude. En plus c'est rien. Si c'est ça, c'est rien. Oui, mais c'est quand même important à savoir. Françoise, là, tu parles des déficiences intellectuelles. Les TND, c'est pas que ça. Non, mais j'ai donné la déficience intellectuelle, la prévalence des TSA, la prévalence des TDAH. Le problème, c'est qu'on n'a pas de prévalence consolidée de tous ces troubles, sachant qu'une personne peut avoir plusieurs troubles. Actuellement, ils sont mesurés trouble par trouble. Donc, il ne faut surtout pas les additionner. Sinon, on arrive à une prévalence de 10% qui n'a juste pas de sens. Voilà. Je m'interroge. Déjà, je vous félicite vraiment pour cette étude, vraiment super bien conduite, carrée. J'ai aucun doute sur la publication. Mais dans la migraine, on travaille beaucoup et les troubles cognitifs sont présents. Et là, Marine, tu dis qu'il n'y a pas de troubles cognitifs dans l'épilepsie, ou en tout cas, voilà. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu de travail dessus, si vraiment ça a été prouvé qu'il n'y avait aucune incidence sur aucun dysfonctionnement cognitif associé, parce que là, je m'interroge. Non, en fait, si tu veux, tu as des pathologies qui vont être présentes, et puis il y aura une épilepsie par-dessus. Mais l'épilepsie en elle-même, enfin des gens comme Einstein, souvent l'épilepsie France le prend comme exemple, était épileptique, ça n'affectait rien à son intelligence. Donc en fait, voilà, des fois il y a d'autres pathologies et moi j'ai pas de problème cognitif. Voilà, donc mon fils, il l'a été. On m'a dit que c'était grâce à sa surdouance qu'il avait pu suivre une scolarité tout à fait normale, et il est ingénieur là. Mais ça, ce sont des cas particuliers. Moi, non, c'est les cas généraux et c'est les autres qui sont des exceptions en fait. Les épileptiques, normalement, enfin quand ils sont stabilisés, voilà, ils ont une vie normale. C'est à la limite s'ils n'arrivent pas à être stabilisés par un traitement que ça va engendrer des problèmes cognitifs, parce que quand tu bugs ou quand tu fais une mini-crise, une absence, bien sûr, tu peux pas faire un travail construit ou des choses comme ça. Mais dans la mesure où l'épileptique, il est traité et stabilisé, si le traitement n'est pas complètement abrutissant, etc., il n'y a pas de raison que... Enfin, moi, j'ai fait des études, voilà, je connais plein d'épileptiques qui ont fait des études supérieures à l'université, ça pose pas de problème, quoi. Ouais, moi, c'est super, hein, mais pour moi, c'est pas des statistiques, ça. Non, mais enfin, je veux dire, ça a été prouvé dans des expertises judiciaires, hein. Et je veux dire, à chaque fois, ça a été écarté. Justement, ça a été une espèce de propagande
qui a été, parce que moi j'appelle ça, c'est de l'ordre de la propagande véhiculée pendant des années pour faire croire que si les enfants des mères épileptiques traitées par valproate avaient des problèmes cognitifs, c'est parce que leur mère était débile, quoi. Oui, non, mais on n'en est plus là, je pense. On n'en est pas là. Oui, on n'en est plus là, heureusement. Mais voyez, cette conversation est quand même intéressante parce que finalement, elle reste, elle demeure. C'est pour ça que je dis que c'est de l'ordre de la propagande. Non, je pense pas. Il y a un point important sur lequel je voulais revenir, parce que là, le temps passe, peut-être que d'autres intervenants, participants voudraient réagir. J'ai entendu que c'était peut-être pas beaucoup en termes de fréquence, etc. En fait, je pense que on n'a pas besoin, et vous en serez d'accord, j'en suis convaincu, d'un fort pourcentage pour s'intéresser à un tel sujet. On a la démonstration qu'il y a une augmentation du risque de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants nés de pères exposés au valproate par rapport aux pères exposés à 2 autres antiépileptiques. Cette information-là en soi est suffisamment importante compte tenu du type de trouble et des conséquences que peuvent avoir de tels troubles chez les enfants qui en seraient porteurs. Donc nous, c'est une information qui a un poids important. J'insiste vraiment là-dessus, et qui ne fait que conforter de notre point de vue le fait que les mesures qui ont pu être déployées jusqu'à présent restent légitimes. On verra comment interprète le PRAC l'ensemble des données qui sont en train de revoir, en incluant ces données d'Epiphare. Et ça, on saura d'ici la fin du mois. Monsieur Mazins. Oui, merci. Juste un point, sauf erreur de ma part, lors de notre dernière réunion l'an dernier, on n'avait pas abouti sur le courrier CNAM à destination des personnes concernées. Et donc ma question est la suivante: est-ce que cette nouvelle étude ne vient pas apporter un argument complémentaire pour pouvoir avoir recours à ce dispositif qui reste long et particulièrement douloureux à mettre en œuvre? C'est une bonne question. Cette question, moi j'ai pas la réponse, vous imaginez bien, puisque c'est la CNAM qui a la manette de l'envoi de ce type de courrier. Néanmoins, on pourra réenclencher le sujet avec la CNAM, mais il est fort probable que le moment le plus opportun sera quand le PRAC aura terminé son analyse. Moi, je peux vous dire que depuis que vous avez mis en place les formulaires, j'ai quotidiennement des appels de papa des paquines, ce que j'appelle. Donc, ça fonctionne, les neurologues le donnent à leurs patients, et il y a des changements de traitement en cours. Très bien. Et nous, on fera remonter, il faut voir le moment, faire la demande, mais de toute façon, moi, j'insiste à chaque fois, vous connaissez mon dada, mais c'est quand même pas normal que ce soit encore considéré comme une bombe nucléaire, le fait de demander ce type de courrier de la part de la CNAM. Je le dis parce que nous, on en a reparlé avec Thomas Fatome récemment. Les textes n'ont pas beaucoup évolué, contrairement à ce qui avait été précisé l'an dernier, notamment le passage à la CNIL. Et en fait, ça reste trop épisodique. Et il y a une question... Voilà, il y a une question de moyens certainement donnés à la CNAM. Il y a une question d'outils disponibles qui est visiblement très compliquée. Mais c'est encore une situation qui montre qu'il faut vraiment avancer sur ce sujet. Mais je me répète depuis longtemps, malheureusement. Alors, Monsieur Mazins, juste pour clarifier si besoin était, on a demandé à la CNAM, est-ce que c'était l'année dernière? Oui, l'année dernière, de transmettre ces courriers avec insistance, et on n'a pas eu gain de cause. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, cette étude d'Epiphare qui est majeure va faire l'objet d'une revue aussi par le PRAC, et bon, on est à 3 semaines, 4 semaines, on va dire maintenant, des conclusions du PRAC. Je pense que de pouvoir s'appuyer sur l'avis du PRAC pour ressolliciter éventuellement la CNAM, ça ne peut que nous aider. Voilà. Mais on vous rejoint, Monsieur Mazins. Je veux bien qu'on on peut même faire une alliance, parce que c'est pas... y compris nous communiquer avec cet angle-là.
Oui. Parce que... D'autant que Epiphare, comme vous rappelez, Madame Drespirin, Epiphare est connecté à la CNAM. Epiphare est un communiqué qui est aussi diffusé sur la CNAM. Hein. Je sais, mais visiblement, voilà. Si on est plusieurs, tant mieux. Mais bon, bref, on est encore. Monsieur Baudru. Oui, bonjour. Merci pour l'exposé. Par contre, j'ai eu un petit souci de son à un moment et j'ai pas entendu pourquoi les données avaient commencé avec celles de 2010, avec les naissances post-2010. Parce que c'est l'historique des données du SNDS. On n'a pas... En gros, pour essayer de faire simple, le SNDS, c'est exhaustif, c'est complet depuis 2009. Et donc, en fait, on a les grossesses depuis 2010 pour avoir... On utilise l'année d'avant la grossesse pour identifier les comorbidités des femmes. Donc, en gros, on n'a pas de données avant. Ça existe. Okay. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, j'avais pas cette notion d'historique. Voilà. Je cherchais ce qui s'était passé en 2010. Non, c'est technique, voilà. En fait, le fait est qu'il n'y a pas de données avant. Okay. C'était l'âge de pierre, c'est tout. Au niveau des données, on n'en est pas encore très loin. Alors, à propos des données, à propos des études, enfin, je pense que tu peux confirmer, Rosemary, c'est vraiment la première étude c'est une étude d'importance à la fois pour valproate, comme on l'a dit, mais c'est une étude d'importance globalement. C'est la première étude où on met en évidence ce type de trouble. Rosemary. Oui. Alors, certes, on aurait aimé pouvoir remonter avant 2010, mais quand même, ce sont vraiment des données extrêmement précieuses qu'il n'y a nulle part au monde ailleurs. C'est-à-dire, il y a dans les pays nordiques, mais avec les populations, les tailles de population sont plus faibles. Et donc, avoir ces données-là sur une population de 67 millions de personnes avec l'historique depuis 2010, c'est énorme. Et on voit bien que ça nous permet de faire des études qui sont faisables nulle part ailleurs. Qu'est-ce que vous avez qualité des données qui permet en effet de mesurer ce type de trouble, c'est la première fois, en fait, c'est la première étude, c'est pour cette étude d'ailleurs qu'on a fait un énorme travail pour l'identification des pairs. On n'avait jamais fait ça avant. Et on voit bien qu'on n'arrive pas à identifier un père pour tous les enfants. On arrive à identifier un père pour à peu près 7 enfants sur 10, mais n'empêche que on reste avec une population... très 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 importante numériquement, et pour mettre en évidence des risques rares, puisque les risques ce sont des troubles heureusement qui sont rares, on a besoin de populations très très larges. Et c'est un père administratif. Oui, tout à fait. Après, un père biologique, je pense que dans aucune étude, on est sûr. De toute façon, comme on travaille à population comparable, on peut imaginer que l'incertitude est la même dans tous les... Exactement. Et donc, le biais, là, est supprimé. Mais c'est aussi la difficulté des conditions. Quand même, on a quand même validé, voilà, c'est la première fois qu'on utilise ces données, mais avant de les utiliser pour cette étude, on a fait des essais. Par exemple, on sait que l'asthme paternel, c'est un facteur de risque d'asthme chez l'enfant, et on retrouve bien dans nos données l'association entre asthme paternel et asthme chez l'enfant, comme rapporté dans la littérature. Donc voilà, on a fait différentes choses comme ça pour s'assurer que c'était valide. Alors, on va donner la parole à M. Baudru, ensuite Mme Martin, et après je pense qu'il faudra qu'on se quitte. Maintenant, la question à 100 sous, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, maintenant, ça fait 1 an qu'on dit que c'est des procédures administratives, le formulaire à remplir, mais qui permettent de faire patienter la population, rien de plus. Mais maintenant que ça se confirme, les gens vont vouloir savoir quoi faire. Et maintenant, ils vont nous appeler en disant qu'est-ce qu'on fait quand ils pensent être dans la situation, qu'ils ont un enfant qui a été exposé et qui a potentiellement entre guillemets des dégâts. Je peux répondre, j'en ai un. Le mot n'est pas le bon, mais voilà. J'en ai un à 15h30 qui m'appelle là.
tout à l'heure. Moi, j'en ai toutes les semaines aussi, des gens qui posent ces questions. Donc moi, je suis en train... Alors, il faudrait que vous lisiez le dernier rapport de l'ONIAM qui vient de sortir, qui a été rendu public, pardon, pas l'ONIAM, le rapport de l'IGAS, dans lequel moi, j'ai demandé à ce qu'aujourd'hui soit ouvert le dispositif d'indemnisation des victimes de la dépakine aux hommes. Je travaille avec des parlementaires pour inclure les enfants nés de pères sous dépakine et leur permettre de bénéficier, comme les enfants nés de femmes, de l'indemnisation. Et aujourd'hui, il faut un changement des... excusez-moi, j'ai un chien derrière qui fait un peu du bruit des fois. Voilà, voilà, et donc, ce n'est pas moi. Et donc, voilà, j'essaye de mettre en place ce genre de choses. Et justement, moi, ma question, c'était, est-ce que vous allez remonter cette étude auprès du ministère de la Santé, puisque c'est des choses qui sont, entre guillemets, en cours, hein. Et puis, bien sûr, renforcer, comme on a fait pour les femmes, les mesures, c'est-à-dire des courriers aux prescripteurs, des choses comme ça. Enfin, j'imagine que tout ça va se mettre un petit peu en branle au fur et à mesure des mois. Alors, renforcer les mesures, je reviens quand même sur le sujet de l'attestation d'information et tous les documents qui ont pu être déployés. Vous savez que le PRAC, l'Europe, avait proposé un certain nombre de mesures qui étaient une carte pour les patients, donc ils venaient compléter la carte pour les patientes, une brochure d'information dédiée aux patients, donc aux hommes. Le guide pour les prescripteurs avait été également modifié de façon à inclure les informations concernant l'exposition des pairs. Et en France, nous sommes allés plus loin que ce qu'avait préconisé le PRAC, puisqu'on a mis en place le dispositif d'attestation d'information partagée, qui est loin d'être anodin, puisque ce dispositif, donc ce formulaire qui est co-signé par le prescripteur et le patient, la présentation de ce formulaire conditionne la dispensation du médicament à l'officine. C'est un dispositif qui a une certaine lourdeur, mais que nous avons estimé nécessaire compte tenu de ces risques. À ce stade, nous sommes plutôt dans une posture d'attendre les conclusions du PRAC, comme je l'ai rappelé, qui sont imminentes en termes de quelques semaines, et nous allons très probablement recommuniquer à cette occasion, à l'attention des professionnels de santé, comme nous avions pu le faire précédemment. Mais l'idée, c'est de ne pas communiquer sur la seule base, qui est déjà importante, du rapport d'Epiphare, mais de communiquer en se faisant aussi le relais des conclusions que pourra apporter le PRAC. Donc oui, il y aura bien une communication agence sur le sujet, et je ne préjuge pas d'autres leviers que l'Europe pourrait demander aussi de mobiliser. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur faciliter, surtout sur des premières prescriptions, le prélèvement de sperme avant le placement sous dépakine pour les primo, enfin si par exemple il y a des gens qui doivent être traités par dépakine parce que c'est la seule alternative thérapeutique qui leur permettre d'accéder à la conservation de sperme avant l'initiation d'un traitement? Alors quand vous dites facilité, vous voulez dire quoi? En fait, je connais quelqu'un très directement touché, oui. On a réussi à lui faire un prélèvement de ce sperme et conserver le sperme dans une banque de données avant le placement sous dépakine. Oui, mais mais le neurologue qui est concerné, il a eu du mal à accepter ça. Et voilà, je lui dis, mais vous avez lu les rapports ANSM, etc., ce que dit la ANSM. C'est bien mentionné dans l'attestation d'information, dans l'attestation d'information partagée, et c'est même noté en gras. Et dans la pratique, vous savez si c'est fait? Là, je ne peux pas vous le dire, là, moi je ne sais pas, non. La réponse c'est non. En tout cas, on a bien insisté, en plus c'est noté noir sur blanc, et même en noir gras sur blanc, le fait que à la fois il ne faut pas donner son sperme dans les 3 mois qui suivent la prise de valproate, et surtout que les messieurs qui sont traités par valproate peuvent envisager de faire conserver leur sperme avant le début du traitement. C'est une mesure sur laquelle on a pu communiquer assez rapidement. Je pense que c'était en septembre-octobre 2023.
Là, après, de savoir si les pères potentiels le font aujourd'hui ou pas, moi, j'ai pas l'info. Je pense pas qu'on ait l'info à l'agence. Je pense qu'ils ne sont pas très renseignés parce qu'il n'y a pas eu une couverture médiatique monstrueuse sur le sujet, si ce n'est les communications de la NSM et quelques articles. Donc c'est vrai que là aussi, il y aurait besoin peut-être d'un courrier directement adressé aux hommes traités par Valproate via la Sécu. C'est ça, le comment, même s'ils sont informés, je pense que ces hommes, ces messieurs, ils ne doivent pas savoir comment faire, où s'adresser, s'ils ne sont pas assistés par le neurologue ou le généraliste. Honnêtement, où est-ce qu'on s'adresse pour... Oui, mais je pense que justement, là, ils ne sont pas tout seuls non plus largués dans la nature. Ils ont des médecins traitants ou des spécialistes qui peuvent les accompagner. En tout cas, j'ose l'espérer. J'ose l'espérer. Je suis convaincue, moi, mais... Après, on prend le point. De toute façon, il est probablement nécessaire, vous êtes plusieurs à l'exprimer, nécessaire de renforcer l'information sur cette possibilité et sur le comment faire. Et je pense qu'on pourra développer ça dans nos prochaines communications. Mais justement, dans votre futur courrier après le MA, vous pourriez dire que voilà, si vous devez malgré tout prendre du valproate, pensez à faire un prélèvement de sperme au cas où vous souhaiteriez un jour devenir père. Je crois qu'on le précise déjà, Jeanne, tu me corriges si je me trompe, mais dans l'actu qu'on publie tout à l'heure. Oui, tout à fait, ça y est, effectivement. Oui, mais on sait bien qu'il faut du matraquage, entre guillemets. Le rappel, effectivement. Non, mais ça, on est d'accord. Bien sûr, ça, le matraquage, on est convaincu pour tous les sujets, malheureusement, pour pouvoir faire passer un message, il faut le répéter plusieurs fois, par plusieurs canaux. Malheureusement, c'est le cas. Donc oui, et puis s'il faut... étoffer encore plus le point sur cet aspect-là, on le fera. Je pense qu'il va falloir qu'on J'avais juste une dernière question. En fait, est-ce qu'on est sûr que c'est la spermatogénèse qui est problématique ? Parce qu'on voit la différence, et d'ailleurs il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas tilté cette différence entre le formulaire femme et le formulaire homme. Formulaire femme, c'est même les petites filles. Formulaire homme, c'est à partir du moment où on est susceptible d'avoir des enfants. Mais est-ce que c'est vraiment la spermatogénèse ou est-ce que un enfant, un petit garçon, ça pourrait pas lui poser problème dans l'avenir comme ça on le suppose, plus que le suppose chez les femmes? Alors attention, parce que chez les femmes, je voudrais juste revenir, chez les femmes, c'est pas le fait de prendre du valproate à 8 ans qui peut être péjoratif ultérieurement. Si on dit attention, on inclut les petites filles dans le dispositif valproate femmes en général, c'est parce que pour éviter d'initier un traitement par valproate chez ces enfants qui, au moment de la puberté, c'est-à-dire au moment où il pourrait y avoir une possibilité de conception d'enfants, pourraient être amenés à devoir changer de traitement pour passer sur un antiépileptique qui ne pose pas les mêmes problèmes que le valproate. Le problème, c'est que changer de traitement n'est pas une opération forcément toujours facile, qui plus est au moment de la puberté. Et donc l'idée, c'est d'éviter de traiter par valproate une petite fille pour ne pas se retrouver dans la situation ultérieure de devoir switcher à un moment où c'est difficile de switcher pour des tas de raisons d'ailleurs. Dans ces cas-là, il faudrait faire pareil pour les hommes. Il y a deux choses. Non, mais la différence, c'est que, Patrick, la femme, elle naît avec des œufs. Les œufs, ils peuvent pas être contaminés, bon, sauf si tu as un enfant dépakine. Mais moi, voilà, je suis née avec un certain nombre de neuf. Si j'arrête de prendre la dépakine, ça va plus impacter. Alors, et chez l'homme, c'est quand il le prend, il n'est pas avec des, c'est pas la même chose. Nous, potentiellement, on a des œufs qui peuvent. Justement, moi, il y avait eu un moment, il y avait une discussion entre professionnels qui disaient qu'ils ne savaient pas
l'effet enfin, on sait que la dépakine, c'est un médicament qui est envisagé dans le cancer, dans d'autres trucs, justement, pour sa capacité à altérer des cellules. Mais c'est mutagène et reprotoxique. Voilà, qui est mutagène. Dans notre étude, dans les résultats que je vous ai montrés, on a pris à un moment comme groupe comparateur les pères anciennement traités par valproate, mais qui ne l'étaient plus au moment de la spermatogénèse. Et on voit qu'on a toujours un risque doublé chez les pères exposés, enfin, c'est les enfants de pères exposés au moment de la spermatogénèse par rapport à ces enfants de pères anciennement exposés. Donc ça ne va pas dans le sens de ce que vous suggérez. Non, mais c'est pareil pour les femmes, sauf qu'on dit que c'est compliqué de changer un traitement pour une femme à partir du moment où elle risquerait d'avoir un enfant, comme si une femme n'était pas capable de contrôler l'idée qu'elle serait enceinte ou pas. Par contre, pour un homme, on lui dit 3 mois avant de vouloir un enfant, vous allez changer de traitement. Il y a effectivement 2 poids, 2 mesures. On considère que l'homme est capable de se contrôler, pas la femme. Mais les mesures, en tant que femme, c'est pas acceptable à entendre. Mais les mesures, elles sont destinées à l'ensemble des hommes. Donc il faut dire la même chose, et donc il faut dire qu'un homme, à partir du moment où il pourrait avoir un rapport fécondant, ne devrait plus avoir de la dépakine. Mais c'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit. Les mesures, elles sont destinées à diminuer l'utilisation chez l'ensemble des personnes de sexe masculin. Mais il ne doit pas être utilisé, le valproate, chez l'homme, en âge de procréer. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on va rester sur le message important qui est quand même que cette étude vient, je vais quand même dire malheureusement, renforcer la notion qu'on pouvait avoir jusqu'à présent d'un risque qui était considéré comme potentiel, que ces données sont robustes et ont été travaillées et triturées, je dirais, pour les rendre le plus robustes possible, désolé du terme un peu trivial, le sujet va être discuté au niveau européen. Nous allons communiquer à nouveau le moment venu, hein. L'idée c'est d'englober les conclusions européennes lorsqu'elles seront disponibles, et je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler. C'est un sujet qui est majeur, et il était important pour nous de partager avec vous et d'échanger avec vous aujourd'hui en amont de la publication, et pour vous donner aussi de la visibilité sur les étapes à venir, et c'est ce qu'on a pu faire avec vous aujourd'hui, et je tenais à vous en remercier vivement. Je propose qu'on s'arrête là, et je vous dis à bientôt. Madame de Brémaker, dernière intervention. Juste peut-être dire que sur le site de pharmacovigilance, est-ce qu'ils pourront déclarer les effets secondaires, les hommes? Sur le site, tout est fait, je veux dire, mais tout est fait indésirable et peut-être... Oui, mais vous savez qu'il y a un formulaire spécial femme pour la descendance. Est-ce qu'il va être adapté? Là, on parle d'autre chose, c'est la descendance, ce que vous avez évoqué, Madame Martin. Oui, les gens qui sont concernés par la problématique, est-ce qu'ils vont pouvoir déclarer l'effet secondaire comme les femmes? Oui, ça, tout à fait. Oui, la déclaration peut être possible, oui. Avec le formulaire spécial femme? Avec le formulaire existant, avec le portail. Aujourd'hui, une femme qui aurait par exemple un enfant exposé au valproate et qui malheureusement présenterait par exemple une malformation ou des troubles neurodéveloppementaux peut le déclarer peut le déclarer. L'homme n'est pas soumis à un traitement différent par rapport à la déclaration des effets. Je pense qu'on a clarifié là-dessus. Madame de Brémaker, après on s'arrête, je suis désolé. Déjà, merci, mais je voulais juste faire un aparté. J'ai posé plusieurs fois la question sur le Nocertone et j'ai toujours pas de réponse. Oui, Madame Breton va revenir vers vous, Madame de Brémaker. Le ciel, enfin, l'horizon s'éclaircit. Je peux vous le faire en résumé. En résumé, on s'attend à ce que le laboratoire dépose une demande de modification d'AMM d'ici la fin de l'année. On attend encore la confirmation. Après, il faudra qu'on l'évalue, cette modification d'AMM, mais ça devrait aboutir favorablement. Voilà. D'accord, merci, c'est bon. En résumé, je suis désolé. Non, mais je comprends, mais comme vous ne me répondez pas... mais que dire vous avez raison, et vous avez raison de saisir l'opportunité. À très bientôt. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.